Salut! Alors ce que tu t'apprêtes à regarder en fait c'est la deuxième partie d'une autre vidéo sur cette fameuse question, donc je te conseille fortement d'aller voir quand même la première partie, sinon il y a des trucs que tu vas pas trop comprendre, hein, crois-moi. Et si jamais t'es encore là, bah c'est parti! Salut les truites et donc bienvenue pour cette deuxième partie sur cette fameuse question, les dinosaures, plumes ou écailles. Dans la première partie on avait essayé de voir ce qu'on entendait exactement par plumes, écailles et dinosaures et on avait vu que c'était pas simple. Et j'avais aussi commencé une liste des principaux groupes de dinosaures avec ce qu'on avait retrouvé exactement d'empreintes de peau fossilisées. Donc on a eu les têtes à cornes à écailles, les becs de canard à écailles et les blindés du style stégosaure et ankylosaure à écailles aussi. Ouais, donc c'est vrai que niveau diversité là c'est pas fou, hein. Mais on va essayer de changer ça avec le prochain groupe, ou pas. Alors dans la première partie de notre tableau phylogénétique des dinosaures, on était du côté ornithisquien, donc les dinosaures à bassin de type oiseau. Et du coup là on va aller de l'autre côté des saurisquiens, donc les bassins de type saurus lézard, donc les bassins de type lézard, qui est le groupe de dinosaures où on a vu apparaître les oiseaux. Ouais non mais oubliez le truc du point A, point B quand on parle d'évolution, ça marche pas du tout comme ça, hein. Bref, c'est pas d'oiseaux dont il va s'agir puisque le prochain groupe ce sont les sauropodes. Sauros, lézard, pod, pied, donc les pieds de lézard qui n'ont aucun rapport avec les lézards, mais bon, faut bien nommer les choses avec des trucs qu'on connaît, hein. Donc les sauropodes, vous les connaissez forcément puisque ce sont les champions de la démesure sur Terre, hein, puisque c'est dans ce groupe qu'on va retrouver les animaux terrestres les plus gros jamais connus. Si je vous dis brachiosaure, diplodocus, brontosaure pour les plus connus ou argentinosaure, patagotitan pour les plus grands, là ça devrait normalement vous parler, hein, même sans s'intéresser particulièrement à la paléontologie. Ils ont comme principale caractéristique entre autres d'être herbivores, d'avoir un long cou et d'être quadrupèdes avec de larges pieds à 5 doigts comme les lézards, d'où leur nom de sauropodes. Même si c'est clair que quand on voit ça aujourd'hui, on a du mal à faire le lien. Mais bon, voilà, maintenant vous savez que le nom du groupe vient en fait de leur nombre de doigts tout simplement. Alors je vous aurais bien dit qu'il y en a des petits, des grands, des... Non, en fait ils sont tous grands, voire très grands, hein. Il y en a les plus petits, ça fait entre 4 et 6 mètres de longueur, et c'est des cas bien particuliers, hein. Mais bien évidemment, ils ne sont pas grands dès le début, hein, comme n'importe quel animal, c'est en grandissant. Et quelque part, ça tombe bien. Alors ça tombe bien pour nous, mais moins pour eux, hein, puisqu'on a déjà retrouvé des fossiles de bébés sauropodes en Amérique du Sud, donc possiblement les plus célèbres représentants de ce continent, les fameux titanosaures. Bon, l'image est censée être un carmarosaure, donc pas du tout un titanosaure, mais il faut bien que je trouve des illustrations, hein. Le plus important, c'est que ces fossiles sont super bien préservés et que grâce à la technologie, on peut en tirer ce genre d'images. Et là, aucun doute, ce sont bel et bien des écailles. Donc on peut se dire que si dès le début de leur vie, ils ont des écailles, ça doit être le cas pour le reste, et c'est plutôt logique. Donc point de plume ou protoplume pour l'instant. Donc tant qu'on est dans les titanosaures, on va peut-être essayer d'aller voir du côté des adultes, voir si on a peut-être quelque chose pour confirmer ce qu'on vient de dire. Et ben on n'a pas grand chose. On a par exemple cette empreinte qui est très explicite et qui a été retrouvée comme ça à la quasi-verticale, sauf qu'elle n'a été trouvée avec aucun squelette aux alentours, enfin en tout cas aux alentours proches. Alors on pense que cette empreinte de peau écailleuse trouvée en Espagne appartient à un gros sauropode du type titanosaure par exemple, puisqu'on en a déjà retrouvé dans le coin et que la taille des écailles correspond bien avec un dinosaure de l'envergure d'un titanosaure. L'hypothèse qui revient, c'est qu'il se serait allongé ou vautré dans de la boue qui en séchant s'est fossilisé. Bon, c'est très spéculatif, mais ça reste une explication plausible, hein, pour cette étrange trace au mur. Et je ne pense pas que l'illustration ça représente un titanosaure, mais c'est déjà assez compliqué de trouver des images de dinosaures qui montrent autre chose que des combats, alors un sauropode qui se repose, je vous laisse imaginer la galère. Autre trace improbable, enfin pas improbable mais en tout cas étonnante, on a retrouvé des traces de pas de sauropodes. Alors ça, en soi, c'est pas rare, hein, il suffit juste qu'un dinosaure marche dans de la boue au bon endroit au bon moment, un peu comme c'est arrivé il y a 150 millions d'années en France. Avec cette piste d'empreintes de pas, 110 exactement réparties sur 155 mètres, découvert en Auvergne entre Lyon et Genève, et protégé et mis en valeur par Dinopline, une structure qui accueille le public depuis peu si j'ai bien compris. Donc si jamais vous passez dans le coin, pourquoi ne pas y faire un petit détour? C'est pas un placement de produit, hein, même s'ils m'avaient contacté il y a un moment pour éventuellement faire une vidéo là-bas, hein, mais bon, Covid, tout ça, ça ne s'est pas fait. Mais rien ne m'empêche de quand même en parler, donc leur site sera en description de cette vidéo. Et puis ça aurait fait un placement de produit plus raccord qu'un jeu mobile ou un VPN, hein. Bref, si à la base je parlais d'empreintes de pas fossilisées, ce qu'on appelle donc la paléoichnologie, hein, qui vient de ichnos en grec, traces de pas, et paléo vous connaissez, hein. C'est l'étude des traces de pas fossilisées entre autres. Bref, tout ça pour dire qu'on a retrouvé des traces de pas de sauropodes avec l'empreinte des écailles sous le pied.
Ça donne quelque chose comme ça, avec d'un côté ce qui a été retrouvé et de l'autre une reconstitution pour qu'on se représente mieux le petit peton du bestiau. Enfin petit, je ne sais pas quelle taille exactement, mais c'est fort probable que je puisse prendre mon bain dedans. D'ailleurs j'ai oublié d'en parler dans la vidéo d'avant, qui est la première partie de celle-là, mais on a aussi retrouvé une trace de pas d'iguanodon avec le détail des écailles en dessous. Ce qui est logique de toute façon, puisque même aujourd'hui tous les reptiles, oiseaux inclus, ont des écailles sous les pattes. Donc voilà, ça pourrait vous servir si jamais vous voulez dessiner le dessous d'une patte de dinosaure, on sait jamais, ça pourra arriver. Et autre chose aussi qui pourrait vous aider sur l'apparence des sauropodes et plus particulièrement les titanosaures, ils avaient une armure. Alors à la base, un paléontologue a trouvé ces mystérieux ostéodermes en 1986 à Madagascar et avait proposé qu'ils pouvaient appartenir à un sauropode. Sauf qu'à l'époque, ça ne s'était jamais vu dans le coin, du coup son hypothèse n'a pas eu beaucoup de succès. Et plusieurs fois comme ça, des ostéodermes ont été retrouvés à proximité de titanosaures sans faire le rapprochement entre les deux. Et pourtant, quelques années avant, Saltasaurus, un titanosaure de petite taille, enfin petit pour un titanosaure, et ben il avait déjà été décrit et avait déjà cette espèce d'armure. Pareil pour Ampélosaure, du grec ampélos qui veut dire vigne, et Saurus, vous le savez, du coup le lézard de la vigne découvert en France. Bah oui, avec un nom comme ça, forcément ça ne pouvait venir que de chez nous. Il a été décrit en 1995 et est un peu plus grand que Saltasaurus, mais lui aussi a des ostéodermes sur le dos et son squelette est visible dans le musée des dinosaures d'Esperaza dans le département dans l'Aude, dans le sud de la France. Maintenant, vous savez pourquoi le titanosaure de Arc ressemble à ça. Même si Arc oblige, tout est exagéré, c'est-à-dire sa taille et ses ostéodermes qui sont carrément devenus des montagnes. Alors, on n'en retrouve pas sur tous les fossiles de titanosaures, mais je pense qu'on part du principe que si certains en avaient, c'est que tous en avaient. Et pour la question de cette vidéo, en fait, c'est pas vraiment des écailles, c'est pas des ostéodermes, c'est une espèce de structure osseuse un peu parfois creuse, et du coup on pense que ça leur servait pour la protection déjà, mais aussi peut-être aussi de réserve de minéraux, par exemple pour aider les femelles pour la ponte des œufs, sauf que dans ce cas-là, pourquoi les mâles en ont aussi ? Bon voilà, on n'a pas grand chose sur les titanosaures, mais avec le peu qu'on a, on peut donc se dire qu'ils étaient à écailles. Mais maintenant on va remonter un petit peu et on va aller dans le Jurassique, la période d'avant, et voir ce qu'on a un petit peu niveau sauropodes. Alors on a Teleocosaurus, un autre qui vient du continent sud-américain, qui n'est pas ouf niveau reste de squelette puisqu'on a seulement ce qui est en blanc. Le reste est basé sur d'autres espèces proches dont on a plus de matériel fossile. Mais par contre ce qui est intéressant, c'est que lui, on a retrouvé des traces de peau, et encore une fois, on voit bien une peau écailleuse avec de larges écailles octogonales les unes à côté des autres. Du côté de l'Angleterre, on a aussi trouvé un bout de sauropode, l'Aestasaurus, enfin surtout l'une de ses pattes avant, et avec là aussi un bout de préservé au niveau de son coude plus exactement, et là aussi c'est assez explicite, la photo parle d'elle-même. Et là encore, les dispositions et formes des écailles me rappellent fortement celles de certaines tortues terrestres d'aujourd'hui. Donc là on a du titanosaure, du camarasaure, mais si on remonte encore un petit peu, il y a peut-être un nom qui devrait vous dire quelque chose, les Diplodocidae. Oui, le Diplodocus. Comme le stégosaure, il fait partie des dinosaures les plus populaires, et pour à peu près les mêmes raisons d'ailleurs. On le connaît depuis très longtemps, puisque décrit en 1878, et surtout il est de très grande taille, puisqu'on l'estime aux alentours de 25 mètres de longueur. Ce qui n'est pas rien, même si c'est grandement aidé par ce qui fait qu'il est connu aussi, la morphologie typique des sauropodes, avec un gros corps, un long cou et une toute petite tête, et surtout une longue queue qui, chez les Diplodocidae, est une de leurs principales caractéristiques, puisque chez eux elle peut carrément faire plus de la moitié de la taille de l'animal. Morphologie qui est très chiante d'ailleurs quand on veut dessiner ce genre de dino, parce que niveau perspective, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Alors là, il y a deux trucs qui vont nous intéresser avec le cas du Diplodocus. La première, c'est qu'on a déjà retrouvé des empreintes de peau fossilisées de Diplodocus, et qu'on pensait que ça allait être des écailles. Et contre toute attente, c'était des écailles. Ouais, j'ai tenté un truc. Oui, rien de bien exceptionnel, on s'attendait bien à ce qu'il ait une peau écailleuse, parce que par exemple, on a retrouvé ça. Une patte avant de Barosaure, un sauropode plus ou moins proche qui vivait en même temps que le Diplodocus, et ça serait la peau de son coude. Donc avec tout ça, là aussi on peut se dire que les Diplodocus et ceux qui étaient proches étaient majoritairement écailleux. Mais j'en profite aussi pour vous dire un autre truc à propos de lui. Alors je m'intéresse à la paléontologie depuis très jeune, et du coup je vois un petit peu en temps réel notre vision de ces animaux qui est en train d'évoluer au fil du temps avec des représentations de plus en plus réalistes. Et j'avais remarqué un truc à propos de notre cher Diplodocus. Tout comme le Spinosaure dont j'ai déjà parlé ou le Stégosaure il y a peu, son image a évolué au fil des découvertes. Et d'un animal avec les pattes sur les côtés à la queue tombante vivant dans les marécages, une peau éléphantesque, un dos parfaitement lisse, rond et un cou très relevé jusque dans les années 80-90, on est passé à ça en 2000. Des Diplodocus colorés, écailleux, avec une posture plus horizontale que verticale, même si ça d'ailleurs c'est plus trop d'actualité, parce qu'ils pouvaient monter leur cou plus haut que ça apparemment. Mais bon, difficile de leur en vouloir parce qu'entre le temps
moment où le film avait commencé à être tourné et quand il est sorti, il y a pas mal de choses qui avaient déjà changé entre les deux. Mais surtout, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est son dos, avec cette rangée de pics du plus bel effet. Et depuis, eh bien, il est toujours représenté comme ça, et je me suis dit que ça ne devait pas être un délire d'artiste. Et j'avais raison, ça vient bien d'une étude de 1992 qui décrit des structures, enfin des fragments en tout cas de structures de kératine en forme de pic pas très haut et comprimés latéralement. Un peu comme on peut le voir aujourd'hui chez les iguanes par exemple. Ce qui donne maintenant des représentations de diplodocus un peu plus piquantes, moins lisses et plus colorées en adéquation avec les découvertes et les analyses faites depuis les années 70 et ce qu'on en déduit. J'ai un peu vu ça aussi sur certains hadrosaures où au début on les voyait avec un dos lisse et parfaitement rond là, et maintenant ils sont plus carrés avec, alors pas vraiment des pics, mais des espèces de crénelures comme ça, et ben en fait ça vient des fossiles, des momies en tout cas d'hadrosaures super bien préservés qu'on a retrouvés récemment. On peut voir ça par exemple sur l'Edmontosaure dans Jurassic World Evolution où il est assez mastoc avec de toutes petites écailles, un dos crénelé, un bec de kératine et des couleurs plus vives que ce qu'on imaginait avant. Bon, le jeu est pas terrible mais au moins on peut lui reconnaître ça. Et d'ailleurs les recherches pour cette vidéo m'ont aussi permis de savoir pourquoi on commence à voir des représentations de dinosaures du style Apatosaure ou Alamosaure de ce genre avec, vous voyez, un cou très large en forme de Toblerone un peu avec même parfois des pointes vers le bas. Et ben ça vient d'une étude des cervicales de ces bestioles qui a une forme bien particulière et qui pourrait peut-être avoir un rôle dans la thermorégulation et les combats entre mâles. Hypothèse intéressante qui donne aussi des idées un peu bizarres à certains. Oui, on dirait bel et bien un mix entre un dinosaure et Jar Jar Binks. Ah, les sauropodes, c'est vrai que j'en parle pas souvent parce que je me dis qu'il n'y a pas assez de différence entre chaque espèce pour que ça soit intéressant, mais là, avec ça, vous avez vu qu'en fait, au final, ils sont plus intéressants et plus diversifiés qu'on pourrait le croire à première vue. Et pour revenir au sujet de la vidéo, on voit encore une fois que c'est que de l'écaille, et même si on remonte le temps encore bien plus loin, quand ils n'étaient pas encore quadrupèdes et énormes et qui ressemblaient plutôt à ça, on n'a rien trouvé qui contredirait le fait qu'ils étaient majoritairement écailleux. Mais ça pourrait s'expliquer avec un phénomène très simple, la gigantothermie. Alors du coup, ça pourrait rentrer dans le cadre d'une autre vidéo sur une question que je vois souvent, est-ce que les dinosaures avaient le sang chaud ou le sang froid? Sauf que comme pour les plumes et les écailles, on se doute bien que c'est plus compliqué que ça. Et ça va devenir le nouveau slogan de ma chaîne, je crois. Mais sur certains points, les deux questions sont liées. Alors pour simplifier à mort, à quoi peut servir une écaille? Alors tout d'abord à se protéger, ça on est d'accord. Mais du coup, à quoi pourrait servir une plume? Alors quand on pense à une plume maintenant, on pense au vol, les oiseaux, sauf que en fait la plume n'est pas apparue pour ça, c'est juste qu'elle a été sélectionnée par l'évolution et du coup ça a permis à certains dinosaures de voler et on connaît la suite. Maintenant si on remonte plus loin, la plume dérivée de l'écaille, eh bien on se dit qu'elle avait une autre fonction qu'on voit encore d'ailleurs aujourd'hui, celle de garder la chaleur corporelle de l'animal. En gros, pour faire simple, même si c'est pas le cas, il y a différents métabolismes qui permettent à un être vivant de produire sa propre chaleur et donc de vivre. Les deux principaux qu'on connaît tous, c'est le sang chaud, style mammifère ou oiseau, où on a besoin de beaucoup manger pour rester actif, au contraire des sangs froids, alias les reptiles, qui eux ont besoin de beaucoup moins de ressources, mais qui du coup dépendent de la chaleur de leur environnement. En gros, c'est comme des batteries solaires, bon c'est très vite fait résumé, mais c'est pour ça qu'une tortue peut rester des semaines et des semaines sans manger, alors qu'une souris, ça va être quelques jours grand maximum. Bon, il y en a une qui vit des centaines d'années en économisant son énergie, alors que l'autre est hyper active et ne vit que 1 ou 2 ans grand maximum. Du coup, moralité, pour vivre longtemps, soyez feignants. Je sens que je vais vivre vieux, moi. Bon, bref, bien évidemment, il y a bien plus de métabolisme que ça dans la nature, c'est pas soit l'un, soit l'autre, dont la gigantothermie qui pourrait se résumer en plus t'es gros, plus t'as chaud. Alors ça prend plein de formes chez plein d'espèces, mais là, celle qui nous intéressait, ça va être la tortue-lutte et les éléphants. La tortue-lutte qui, par sa taille, arrive à produire sa propre chaleur. Bon, en même temps, une tortue-lutte, c'est en moyenne 2 mètres d'envergure pour 400 kg, plus sa couleur foncée, ça fait pas mal de choses pour bien capter la chaleur du soleil. Mais en gros, elle dépend quand même de la température de son environnement, mais peut en quelque sorte la stocker et du coup être plus chaude que les eaux dans lesquelles elle navigue. C'est pour ça que c'est la seule tortue qu'on peut retrouver dans les eaux arctiques, et ce qui fait donc d'elle le reptile avec la plus grande répartition géographique, puisque les autres tortues marines, elles restent cloisonnées au niveau des eaux chaudes tropicales. Et ce qui fait donc de la tortue lutte un reptile qui n'a pas vraiment le sang froid et qui peut créer sa propre chaleur.
Et les éléphants sont intéressants parce que ils sont gros, ça on est d'accord, c'est des mammifères donc ils ont le sang chaud et ils ont des poils. Alors oui, ça se voit pas forcément à première vue, mais si on s'approche d'eux, on voit bien qu'ils ont quelques poils par-ci par-là. Et ils vivent en Afrique dans un climat chaud et sec, enfin pour les éléphants d'Afrique en tout cas. On connaît aussi les mammouths qui font partie de la famille des éléphantidés, mais qui vivaient dans un climat froid, voire très froid, et avaient beaucoup de poils, d'où leur nom de mammouth laineux. On pourrait aussi faire la même chose avec les rhinocéros d'Afrique qui n'ont quasiment pas de poils et les disparus d'Europe qui avaient des poils. Et entre les deux, on a aussi les éléphants et rhinocéros d'Asie qui sont un peu plus petits, vivent dans des climats tropicaux et qui ont des poils, mais pas trop. Plus que ceux d'Afrique, mais beaucoup moins que ceux des pays au climat froid. Et du coup, vous voyez où je veux en venir, on voit qu'il y a un lien entre la taille de l'animal, l'environnement où il vit et l'épaisseur de sa fourrure. Et comme on peut facilement imaginer que les premières plumes avaient à peu près les mêmes fonctions que les poils chez les mammifères, et que les sauropodes sont de gros animaux qui vivaient dans des climats chauds, du coup, ils n'avaient pas besoin de plumes pour garder la chaleur. Leur grande taille suffisait juste à la créer, et en gros, c'est ça la gigantothermie. Et du coup, ça pourrait expliquer pourquoi tous ceux qu'on a vus jusque-là avaient des traces de protoplumes quand ils étaient de petite ou moyenne taille en tout cas, et les plus récents, plus gros, on ne voit plus que de l'écaille. En fait, comme la plupart des dinosaures les plus connus en fait. Bon, on a fait le plus simple, parce qu'il reste un groupe de dinosaures, les théropodes, qui viennent du grec terre, qui voudrait dire bête féroce, et pod pied, donc les dinosaures à pied de terribles bêtes féroces, et c'est plutôt raccord, puisque c'est dans ce groupe qu'on va retrouver les dinosaures carnivores. Et c'est aussi dans ce groupe qu'on va retrouver le plus de diversité morphologique, que ce soit la forme générale ou les plumes, puisque c'est dans ce groupe aussi qu'on voit apparaître les oiseaux. Et je préviens, je risque fortement de faire des erreurs et des oublis, parce que déjà c'est pas simple du tout. Et en plus, il y a des nouvelles publications là-dessus toutes les semaines, donc en juillet 2021, je vais essayer de faire avec ce que j'ai trouvé et ce que j'ai compris, en sachant que tout ça peut changer très vite. Alors on va pas trop s'intéresser aux premiers dinosaures qu'on trouve au Trias, non, on va plutôt sauter directement à l'ère d'après le Jurassique avec les dinosaures les plus connus, on va dire. Cératosaure, la face à 3 cornes, facilement reconnaissable et un minimum populaire même avant son apparition éclair dans Jurassic Park 3. Il est représenté écailleux et devait être écailleux. Ah non mais c'est tout, j'aurais bien voulu vous montrer des empreintes de peau fossilisées, etc. mais on n'a rien retrouvé. Mais dans tous les articles et arbres phylogénétiques qui parlent du cératosaure, il est toujours représenté écailleux, donc il doit bien y avoir une raison à ça, même si on n'a pas retrouvé de preuves directes. Mais ça on va le voir un peu plus tard. Suivant. Le Dilophosaure, alias l'un de mes chouchous, là aussi populaire grâce à Jurassic Park, mais aussi grâce à son crâne si particulier. Il est représenté traditionnellement écailleux, très fin et gracile, alors que très récemment, on le voit plus épais, surtout au niveau des mâchoires. Et ça vient d'une étude récente qui se repenchait un peu sur son cas, puisque sa découverte date de 1970, autant vous dire qu'on a appris pas mal de trucs depuis sur les dinosaures. C'est pour ça que le Dilophosaure nouvelle cuvée 2020 ressemble plutôt à ça maintenant. Et je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup. Bon, en même temps, j'aime bien le casoar, donc forcément je suis pas objectif. D'ailleurs je vais commencer à pouvoir aussi vous mettre des illustrations du style photomontage qui sont une autre facette du paléoart et qui perso je trouve donnent des trucs vraiment réalistes. Ce genre d'illustrations qui peuvent nous paraître assez réalistes pour ne plus être des créatures floues et imaginaires mais bel et bien des animaux réels. Même si bon, faut bien se dire qu'on doit être encore très loin de ce qu'ils étaient réellement. Et vous l'avez vu aussi, il est pas mal représenté avec des plumes alors que comme pour le cératosaure on a retrouvé rien aucune trace fossilisée. Et du coup j'ai dit on verra ça plus tard. Et entre Cératosaure et Dilophosaure, il y avait aussi ce groupe là, Abelisauridae, qui sont en fait le groupe des abélisores, dont le plus connu doit peut-être vous dire quelque chose, le Carnotaure, le plus célèbre. Mais il y a aussi par exemple le Majungasaure de Madagascar. Groupe de carnivores assez facilement reconnaissables avec leurs mâchoires courtes et leurs bras qui le sont encore plus. Ils sont présents durant le Crétacé dans la partie sud de l'hémisphère avec pas mal de découvertes en Amérique du Sud comme le Carnot bien évidemment, mais aussi sur le continent africain avec Rugops et Majungasaure, chez nous avec l'Archovenator, jusqu'en Inde avec Rajasaurus ou Indosuchus, et je m'arrête là parce que comme vous le voyez, ils sont nombreux même si beaucoup ont été découverts récemment. Mais pas mon chouchou, le Carnotaure, lui on le connaît depuis longtemps puisqu'on l'a découvert en 1985. Ça vous dire si c'est loin, j'étais même pas né. En tout cas, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est populaire, connu et représenté depuis longtemps, et facilement reconnaissable avec cette petite corne au-dessus des yeux, caractéristique unique et non retrouvée chez d'autres Abelisauridae. Même si tous n'avaient pas d'aussi belles cornes que le Carnot, on pense quand même qu'il devait avoir pas mal d'ornements en tout genre, puisque beaucoup ont sur le crâne des structures osseuses bien particulières, qui chez les animaux modernes servent à faire tenir des cornes, des crêtes ou des trucs qui pendouillent. Bon, rien n'a été conservé jusque-là, donc les artistes peuvent s'en donner à cœur joie, comme on peut le voir dans Jurassic Fight Club par exemple. Et pour le
le reste du corps, vous remarquez bien qu'il est souvent représenté pareil, écailleux avec un certain pattern, des petites écailles partout et des ostéodermes plus gros le long du dos de l'animal et sur les côtés placés de façon régulière, un peu comme ce qu'on avait vu sur le Triceratops par exemple. Et c'est pas pour rien puisque pour la petite histoire, on a retrouvé qu'un seul fossile de Carnotaure, mais pas n'importe lequel, un truc quasi complet où il manquait juste un petit bout de la queue et il y avait donc des empreintes de peau fossilisées. Sauf que j'aurais bien voulu vous montrer des photos, sauf que de 1, il n'y en a pas beaucoup, et de 2, s'il y en a, ça doit dater de l'année de sa découverte, donc 1985. Autant vous dire que les appareils photo à l'époque, c'était pas fou, hein. Mais du coup, les descriptions des paléontologues sont assez précises pour qu'on ait une bonne idée de à quoi ça ressemblait. Et d'ailleurs, j'en profite pour continuer dans la petite histoire, et du coup, pour préparer cette vidéo, j'avais demandé de l'aide à un paléontologue qui bosse du coup sur la peau des théropodes, justement, le fameux Christophe Hendricks dont j'ai parlé vite fait dans la vidéo d'avant. Et du coup, il a bien voulu qu'on fasse une visio pour que je puisse lui poser mes questions. Et je m'attendais à un truc hyper formel, scientifique, et en fait non, pas du tout, c'était ambiance à la cool, détendue, etc. Et il m'a dit un truc auquel j'avais jamais pensé mais qui est tout con. Pourquoi maintenant on retrouve plus d'empreintes, que ce soit des écailles ou des plumes, qu'avant? Eh bien c'est tout simple, c'est qu'avant on n'y faisait pas attention. Et oui, quand on pense fossile, on pense au squelette en lui-même, mais on pense pas à tout ce qu'il y a autour. Donc la gangue où il y a possiblement les empreintes de peau fossilisée. Oui, c'est tout con, mais en fait j'y avais jamais pensé, hein. Et surtout à une période où la paléontologie c'était surtout retrouver le plus de squelettes possible, hein. Alors que maintenant la paléontologie moderne c'est plus se concentrer sur la qualité de préservation et les détails. Bref, tout ça pour dire qu'on pense que comme le Carnotaure était en majorité écailleux, ça peut être le cas pour tous les autres abélisauridés. Même si parfois j'ai vu des illustrations de Carnotaure à plumes ou protoplumes, et c'est vrai que c'est pas commun, on va dire. Et il est presque mignon comme ça, on n'aurait pas envie de viser son ventre mou. Et rien à voir, mais j'ai ouï dire qu'une nouvelle étude sur la peau de notre cher Carnotaure devrait arriver dans un futur plus ou moins proche, donc il y a des chances que j'en reparle quand ça sortira. Bon allez, on va passer vite fait sur les autres. Torvosaures, rien trouvé. Les Spinosauridés du style Spinosaure, Irritator, Baryonyx, rien trouvé non plus, mais je pense que dans l'inconscient collectif, ils ont un crâne de crocodile, ils sont semi-aquatiques, donc on les imagine bien écailles. On quitte le Crétacé et on revient plutôt dans le Jurassique avec le célébrissime Allosaure. Alors lui, j'ai rien trouvé dessus niveau photo, mais j'ai lu plusieurs choses parlant d'un fossile de jeune Allosaure avec une portion de peau écailleuse préservée. Ce qui d'ailleurs a un peu cassé un truc que j'avais vu il y a pas mal d'années, le fait qu'on voyait bien les bébés Allosaures dufteux, alors qu'en fait, on voit qu'ils pourraient être écailleux dès leur plus jeune âge. Bon, nous voilà déjà à la moitié du groupe des théropodes et on voit que niveau plume, c'est pas fou, hein. Et d'ailleurs, je me rends compte que ce tableau phylogénétique est hyper bien fait sans le vouloir puisqu'il aborde les sujets dont je voulais parler pile poil dans le bon ordre. D'ailleurs, le principe d'un arbre phylogénétique, c'est de classer les animaux par ordre d'apparenté, donc qui est le plus proche de qui. Et si vous regardez tout en bas, il y a des silhouettes qui devraient vous dire quelque chose. Et spoiler, plus on va s'en approcher, plus il va y avoir de la plume. On commence par les Compsognathidae qui, encore une fois, le nom parle de lui-même, ça ressemble à Compsognathus, son plus célèbre représentant, encore une fois, merci Jurassic Park. Donc c'est là qu'on retrouvera les petits dinosaures qu'on pense carnivores, à tendance insectivore, voire piscivore, comme pour le cas qui va nous intéresser. Alors là, je suis content puisque c'est quasiment ce dinosaure qui m'a motivé à faire ce sujet de vidéo, et c'est pour lui aussi que j'ai contacté Christophe Hendricks, puisque c'est lui qui a rédigé un article concernant Juravenator. Alors vous vous rappelez peut-être de la vidéo sur l'Amargasaurus qui voulait dire lézard de l'Amarga, une région en Amérique du Sud, et j'avais dit que ça serait drôle si on faisait pareil chez nous. Voilà, bon, c'est pas le seul, mais Juravenator, ça vient tout simplement de Venator qui veut dire chasseur, et Jura, de la montagne du même nom, le Jura. Cette même chaîne de montagnes qui donnera son nom à une période géologique qui vous dira peut-être quelque chose, le Jurassique. Voilà, la boucle est bouclée. Alors il est pas mal connu dans le coin puisqu'il a été découvert dans le Jura, plus exactement au sud de l'Allemagne. Alors c'est pas la France, mais je vous rappelle que les frontières n'existent pas et que c'est nous qui les avons placés à notre bon vouloir. Surtout à une période où l'Europe était un immense archipel tropical. Et comme vous l'avez vu, on le représente dans un décor tropical, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour parler vite fait du paléo-artiste à l'origine. Bon déjà, il est très doué, parce qu'on est d'accord que niveau détail et réalisme, on est pas mal. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu gamer, vous avez sans doute déjà vu son travail, puisqu'il est à l'origine de pas mal de design des dinos du jeu Saurian ou même The Isle, Et là, du coup, il a pu mettre son talent de paléo-artiste au service d'une publication scientifique. Et du coup, ça a eu son petit succès médiatique avec une représentation aussi réaliste.
Mais bon, aussi belle soit cette illustration, le plus important c'est qu'elle est issue d'une recherche scientifique avant tout, et donc que chaque élément est lié à quelque chose de concret, c'est-à-dire ce qui a été retrouvé de notre cher Juravenator, son fossile. Et évidemment, là aussi, il s'agit d'une pièce exceptionnelle, enfin surtout il est quasi complet, il manque juste le bout de la queue et la tête un peu écrasée, mais bon forcément 155 millions d'années, ça pèse un peu. Mais même avec ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on voit la tête, le corps, une patte avant, la deuxième étant sans doute dans la roche, les deux pattes arrière et la queue, en sachant que c'est un jeune pas encore adulte, mais qui fait quand même 75 cm de long. Et comme il a été décrit en 2006, eh ben on a le droit à des photos de meilleure qualité que celles datant de 1985. Vous inquiétez pas, après il y a du fossile beaucoup moins beau, un peu dégueulasse, avec juste deux os qui se battent en duel et une dent là. Mais bon, pour l'instant, on va profiter de celui-là. Donc, en plus d'être complet, les chercheurs ont aussi trouvé des traces de présence de... Alors, c'est toujours pas des plumes, mais des sortes de poils reptiliens qu'on pourrait appeler des filaments. Mais aussi, et c'est là que Christophe Hendricks intervient, des traces d'écailles et différentes formes avec des fonctions différentes. Des allongés sous le corps de l'animal, un peu comme on peut retrouver chez certains serpents actuels, mais surtout des particulières sur les côtés, des écailles plus larges avec une sorte de petit pont au centre, qui ressemble pas mal à certaines écailles qui n'en sont pas, qu'on retrouve chez les crocodiles et les alligators, et qui leur servent à sentir en gros les vibrations dans l'eau et donc à chasser leur proie. Ce qui donne l'hypothèse que Juravenator pouvait se servir de ses récepteurs sur la queue pour sentir les vibrations dans l'eau et ainsi lui aussi chasser des proies aquatiques. Et vivant dans un milieu tropical côtier, bah ça serait plutôt crédible. Donc si vous n'êtes paléoartiste et que vous voulez tenter une illustration d'un Juravenator en train de pêcher avec sa queue, à vous de jouer. Et Juravenator va nous servir aussi à parler d'autres dinosaures dont il est proche morphologiquement, comme par exemple juste en dessous de lui, le Sinosauropteryx. Bon, j'y vais pas par quatre chemins, là aussi découverte exceptionnelle. La première d'une région de Chine qui deviendra célèbre pour les découvertes par la suite, le Liaoning. Encore une fois, on a tout, le squelette quasi complet, et bah même si ça a été pas mal mis en valeur, on voit bien ce qu'il y a à voir, la présence d'une sorte de duvet tout autour de ce Sinosauropteryx. Un petit dino d'1,20 m de longueur est tellement bien préservé qu'on a même une idée de ses couleurs, ce qui lui vaut d'ailleurs parfois le surnom de dino raton laveur par rapport aux rayures de sa queue. Et rien à voir, mais le fossile est tellement bien préservé qu'on voit des restes de petits mammifères, notamment des fragments de mâchoire au niveau de son estomac. Donc on a souvent des mises en scène où on le voit chasser des mammifères. Mais pour revenir au sujet principal de la vidéo, bah ça ressemble pas encore aux plumes qu'on connaît. Même si on voulait vraiment les rapprocher avec quelque chose d'aujourd'hui, ça serait certaines plumes du kiwi dont je vous aurais bien montré des photos si elles n'étaient pas toutes non libres de droit. Et pour continuer dans la prise de tête, on reprend notre arbre morphologique et on voit qui juste en dessous, le Compsognathus, le vrai de vrai cette fois, et lui du coup plume ou écaille. Alors le Juravenator, on a vu que c'est majoritairement des écailles avec des filaments. Le Sinosauropteryx, c'est principalement des protoplumes. Et lui, sur le fossile trouvé, aucune trace de plume ou protoplume. Alors que pourtant, il est quand même proche des deux autres, aussi bien par la taille que par la morphologie. C'est tout simplement que les protoplumes n'ont pas été préservées. Sauf que Compsognathus a été retrouvé exactement au même endroit que l'Archaeopteryx qui lui a des protoplumes préservées qu'on voit même à l'œil nu. Bon c'est simplement qu'il avait pas de protoplumes et puis ça semble confirmé par le fait qu'on ait retrouvé des fossiles de jeunes Compsognathus qui n'en avaient pas non plus. Et du coup là avec ces trois dinos, là, le Compsognathus, Juravenator et Sinosauropteryx, on voit que la question de la vidéo elle aura jamais une réponse simple. Et c'est pas fini. Donc en gros, une des méthodes pour deviner si un dinosaure est à majorité écaille ou plume, ça va être que si on a retrouvé un individu avec l'un ou l'autre, on va étendre ça à tout le reste du groupe à partir de leur ancêtre commun, sauf que c'est très théorique, et c'est un peu compliqué, donc on va prendre deux exemples très connus. Le Therizinosaure, lui aussi fait partie des théropodes, mais ne devait sans doute pas être carnivore, mais plutôt à tendance herbivore. Ce qui est déjà pas commun en soi, Ah oui, et il a aussi des griffes démesurées aux pattes avant, mais bon, on n'est plus à ça près de toute façon. Lui aussi est connu depuis hyper longtemps, 1954, mais est resté un mystère pendant très longtemps, puisqu'on n'avait pas grand chose de lui, à part ses fameuses griffes. En tout cas, jusqu'aux années 2000, en gros, il était représenté complètement lisse, comme on peut le voir par exemple encore une fois dans Walking with Dinosaurs, où ce cher Nigel est à deux doigts de se refaire faire une coupe de cheveux. Ou encore beaucoup moins bien fait, on les voit dans Dino Crisis premier du nom. Oui, c'est laid, mais c'est censé être des Therizinosaures miniatures. Ouais, en fait, ils voulaient juste faire un liqueur de Resident Evil, mais en version dino. Bref, avant les années 2000, il est représenté donc comme ça, lisse et cailleux, et au niveau de sa tête, c'était un peu freestyle, puisqu'on n'avait pas vraiment d'idée à quoi il pouvait ressembler. Mais après 2000, on le représente tout plumeux, avec à peu près la même tête partout, que ça soit dans Ark par exemple, ou dans The Isle, d'où son surnom de plumeau d'ailleurs. Alors pourquoi ce changement ?
c'est pas tous les artistes qui se sont réunis en disant bon maintenant on va faire comme ça. Non, bien évidemment. En fait, c'est parce qu'on a retrouvé des traces de protoplumes sur un dinosaure du groupe des therizinosaures. Beipiazor, lui aussi retrouvé dans la province du Liaoning, et là aussi c'est plusieurs spécimens qui ont été retrouvés, mais en mauvais état avec des fragments par-ci par-là. Mais très utile quand même, puisque on voit bien la trace de longs filaments le long de l'os, et ça sur plusieurs os. On a aussi des os de la queue fusionnés entre eux, ce qui forme le pygostyle chez les oiseaux modernes. Ça fait quand même une preuve directe et une autre indirecte, et ça fait donc de Beipiazorus un bel emplumé qu'on verra prochainement dans The Isle apparemment, puisque j'ai trouvé cette image, qui du coup sera sans doute liée au therizinosaure, et comme on a des preuves de protoplumes sur l'un, on se dit que ça peut être le cas pour le reste du groupe. Même principe avec le groupe des dinosaures coureurs comme le célèbre Gallimimus, pendant très longtemps on les représentait lisses et écailleux, jusqu'à la découverte d'un ornithomimosaure, mais pas n'importe lequel, avec des restes de protoplumes. Alors celui-là aussi il est pas fameux, il manque la tête, les pattes avant, mais c'est pas grave parce que des ornithomimosaures on en retrouve plein sur tous les continents et en bien meilleur état que lui. Mais lui est intéressant puisque comme je l'ai dit, son manteau de protoplumes est aussi préservé. Bon, on remerciera le petit dessin en dessous parce que c'est vrai que pour un œil non averti c'est pas évident. Sauf peut-être sur ses longues gambettes non épilées puisque là on voit même les petits points qui semblent être la base des plumes qui étaient là de son vivant. Et d'ailleurs lui on est quasiment sûr puisqu'un jeune a aussi été retrouvé et il avait aussi un manteau de protoplumes. Donc, jeune comme adulte, il devait être plumeux. Et on voit qu'ils méritent bien leur nom d'ornithomimosaure imitateur d'oiseaux, si on se limite aux autruches et aux émeus, parce qu'avec un pinceau ou un rouge-gorge, ça aurait été moins évident. Et du coup, pareil pour le Deinocheirus, pas de traces de plumes ou de protoplumes, mais comme il fait partie du groupe des ornithomimosaures, on part du principe que il en avait possiblement aussi. Voire même beaucoup. Alors j'aime bien qu'on montre des dinosaures un peu plus colorés que les traditionnels marron kaki, mais là un truc de cette taille rose caquette, je suis pas sûr. Surtout que ça pose un autre problème que je suis pas le seul à relever, mais le Beipiazor comme l'ornithomimosaure là sur lequel est basée cette hypothèse là, ils sont pas bien gros. Surtout le Beipiazorus, l'autre je sais pas vraiment la taille, mais je suis sûr qu'il est beaucoup moins grand que le Deinocheirus ou le therizinosaure, qui eux sont des vrais géants avec une moyenne de 4 à 5 mètres de hauteur, encore plus de longueur, et le poids ça devait être facilement plusieurs tonnes. Sauf que rappelez-vous ce que j'ai dit à propos des sauropodes et de la gigantothermie, et du coup c'est peut-être pour ça qu'on commence à voir de plus en plus de représentations de ce dinosaure un petit peu plus light. Alors c'est vrai que esthétiquement j'aime bien la version de Ark ou The Isle en mode plumeau, mais c'est vrai aussi que ça serait plus logique qu'il ne soit pas autant fourni. D'ailleurs depuis tout à l'heure je parle de plumes, mais encore une fois c'est toujours pas les plumes auxquelles on pense. Celle-là qu'on a vue c'est encore une forme qui ressemble un petit peu à des pinceaux avec une base et des grappes de longs filaments. Un peu comme ce qu'on trouve sur notre prochain candidat, le Eutyrannus. Évidemment que j'étais obligé de parler de lui. Alors Eutyrannus Wally de son nom complet, qui est un mélange de chinois Wu, plume, Wally, beau et Tyrannus du latin voulant dire tyran. Donc voilà le tyran aux belles plumes, un gros bébé de 9 mètres de longueur pour 3 mètres de hauteur, ce qui fait de lui l'un des plus gros animaux à plumes ayant existé, puisque lui, on en est sûr, il en avait bien. Enfin, encore une fois, un type de plume comme ceux d'avant, les longs filaments d'une quinzaine de centimètres, qui se voit bien sur les fossiles associés. Je dis les parce qu'on a retrouvé plusieurs Eutyrannus, encore une fois au Liaoning en Chine, qui depuis les années 2000 est le nouvel Eldorado des fossiles de dinosaures à plumes, mais ça on y reviendra. Là lui il pose souci, parce que pour le coup la gigantothermie ça marche pas trop, alors que pourtant il fait 9 mètres de long, 3 mètres de haut, c'est un beau morceau, et pourtant il est quand même recouvert d'une épaisse couche de protoplumes. De toute façon une règle établie comme ça marche rarement sur des milliers d'espèces espacées sur des millions d'années, forcément. Mais par contre, il y a peut-être un truc lié à son environnement et son climat, puisque c'est aussi là où il a été retrouvé qu'on a retrouvé Dilong, ou l'empereur dragon, du chinois Di empereur et Long dragon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de noms de dinosaures finissant par Long à la place du traditionnel Zor, histoire de casser un petit peu cette idée reçue et avoir une idée de l'origine du lieu de la découverte par la même occasion. Donc Dilong a vécu il y a 126 millions d'années au tout début du Crétacé et a été découvert en 2004. C'était un petit gabarit, puisqu'on l'estime à peu près 1m60 de longueur, voire plus grand si l'individu trouvé n'était pas encore adulte. Alors c'est moins impressionnant que le Eutyrannus, aussi bien niveau taille que fossile, mais bon, il y a quand même pas mal de trucs et pas seulement deux os qui se battent en duel. Mais surtout, encore une fois, il y a encore des traces de protoplumes directes. Alors ce n'est qu'une petite partie de la queue, mais c'est très visible, surtout que vous aussi à ce niveau-là de la vidéo, vous devez commencer à avoir l'œil pour ce genre de détails. Ils vont nous être utiles puisque Eutyrannus et Dilong sont placés dans le groupe des Tyrannosauridae, et ce nom devrait vous dire quelque chose.
Oui, en gros, c'est les ancêtres des tyrannosauridés. Je mets des grosses guillemets parce que c'est très simplifié, mais du coup, eux ont vécu au tout début du Crétacé, alors que les premiers vrais tyrannosauridés sont apparus à la fin du Crétacé. Donc il y a quand même un sacré bout de temps entre les deux. Mais qu'ils ont des caractéristiques qu'on retrouve chez les tyrannosauridés plus récents, on pense que c'est eux qui peuvent être à l'origine de ça quand ils étaient encore de petite taille sur le continent asiatique et qu'ils ont migré après vers l'Amérique du Nord et qui sont devenus ceux pourquoi ils sont si connus maintenant. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais Dilong et Eutyrannus ont des mains à 3 doigts, alors que les tyrannosaures plus récents, ils ont des mains à 2 doigts. Et pourtant, on retrouve des fossiles de tyrannosaures avec 2 doigts et demi. Donc 2 doigts et un qui n'a pas encore totalement disparu, un vestige de leurs lointains ancêtres à 3 doigts. Un peu comme nous, on a un coccyx, vestige d'une lointaine queue. Et non, je ne ferai pas de blague. Donc avec tout ça, si vous avez bien suivi, lignée évolutive avec des plumes, gigantothermie, est-ce que le tyrannosaure avait des plumes ou des écailles ? Des écailles, oui, j'ai aussi dit qu'une règle évolutive en biologie, ça reste rarement fixe. Alors notre bon vieux T-Rex, Tyrannosaurus Rex de son petit nom complet, et qui sera sur ma miniature parce qu'avec ça je suis sûr de faire des vues, il est passé par plusieurs stades comme bien d'autres, mais là on va parler que de sa peau et non pas de sa posture et de sa morphologie. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on le connaît bien notre T-Rex, puisqu'on a retrouvé un paquet de fossiles dont certains en excellent état de conservation et complet ou quasi complet. Et même quelques empreintes de peau, alors il n'y en a pas beaucoup et c'est pas bien gros en général, mais le peu qu'on a montre des empreintes d'écailles de type reptilienne. Et ça correspondrait à plusieurs parties sur le corps, le cou, le haut de la hanche et la base de la queue il me semble. D'ailleurs il n'y a pas que du T-Rex, il y a aussi ses proches cousins, que ça soit l'Albertosaure ou le Tarbosaure dont on a aussi retrouvé des traces d'écailles. Ou un autre de ses cousins lui aussi d'Amérique du Nord, le Dasplétosaure qui va être intéressant puisqu'il a fait l'objet d'une étude pour essayer en gros de reconstruire son visage. Et sur la base de son crâne et avec des comparaisons avec nos crocodiliens et lézards actuels, enfin surtout les varans, oui parce que même si on a tendance à imaginer les reptiles comme un groupe où ils se ressemblent tous, c'est pas le cas du tout. Il y a qu'à voir la forme des crânes de nos deux compères et les voir de leur vivant pour se rendre compte de pas mal de trucs. La principale étant que certains ont des lèvres qui cachent leurs dents et pas les autres. D'ailleurs on voit aussi que les écailles sur la face des crocodiles sont très particulières, tellement qu'elles ne sont pas considérées comme des écailles classiques mais ultra spécialisées et sensibles à l'environnement, ce qui les aide grandement à chasser, mais ça j'en ai déjà parlé juste avant avec le Juravenator. Et notre Dasplétosaure ça serait un petit peu un mix de tout ça, avec des dents pas aussi découvertes que celles des crocos, plutôt d'ailleurs comme celle des alligators, et des lèvres pas aussi prononcées que celles des varans. Et comme le Dasplétosaure est très proche du T-Rex, on peut imaginer la même chose pour lui, et ça fait donc des représentations de ce style. Et vous avez vu, il est presque mignon comme ça. Bon, si on oublie la taille colossale du machin et qu'il tient dans sa gueule un hadrosaure de plusieurs tonnes, mais ça c'est rien. Un autre truc aussi sur lequel je passe vite fait, mais qui me permet tout d'abord de vous montrer le boulot de Lindsay Wakefield, une paléoartiste vraiment très douée, et aussi vous montrer la représentation la plus réaliste de nos T-Rex. Et oui, on pense que jeunes, ils étaient plutôt dufteux et perdaient leur plumage avec le temps. Donc rassurez-vous, le T-Rex de Jurassic Park n'est pas si éloigné que ça du consensus scientifique actuel. En sachant que c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé de traces directes de plumes ou protoplumes qu'ils n'en avaient pas, c'est peut-être juste qu'elles n'ont pas été préservées ou qu'il en avait très peu. Mais en tout cas, le consensus pour l'instant, c'est plutôt un T-Rex full écailleux. En fait, l'hypothèse des plumes, ça vient surtout du fait que du coup ses ancêtres avaient des plumes, du coup on pense que lui aussi pouvait en avoir. Sauf que l'évolution, ça marche pas vraiment comme ça. Et il y a aussi, je pense, dans l'inconscient collectif, le fait que plume égale plus évolué, écaille égale moins évolué, mais c'est pas parce que l'écaille est apparue avant qu'elle est moins évoluée. Il n'y a pas un organe mieux qu'un autre. En biologie, ça n'existe pas. Non, en fait, soit l'un soit l'autre, ça va surtout être décisif par rapport à l'environnement et au climat. Et du coup là, si on pense qu'ils vivent dans un climat chaud, avoir des plumes c'est pas forcément un avantage. Et pour l'environnement c'est pareil, les proto-tyrannosaures de Chine avaient des plumes, peut-être parce que le climat était plus froid et qu'ils vivaient dans des environnements plus couverts comme des forêts épaisses par exemple, alors que les tyrannosaures plus tardifs, ils vivaient peut-être eux dans un climat plus chaud, avec des forêts plus ouvertes, donc avec le soleil qui tape directement, un petit peu comme on peut voir par exemple avec encore une fois les éléphants d'Afrique qui eux vivent sous le soleil et ont quasiment plus de poils, et les éléphants d'Asie qui vivent plutôt dans des forêts denses qui eux ont un petit peu de poils. Je dis pas que c'est ça, mais ça pourrait expliquer le pourquoi du comment. Bon voilà, maintenant que j'ai parlé du T-Rex, la vidéo est finie, les vues sont assurées. Et non, bien évidemment, comme vous avez vu, il reste encore une petite partie. Et là, la frontière entre dino et oiseau va commencer à être un petit peu trouble, parce que jusque-là, on voyait pas trop de rapport encore avec nos piafs.
Là, on va commencer à voir que les frontières se troublent. Les oviraptors ovi-œufs, raptors voleurs, donc les voleurs d'œufs, qui ont un nom plus du tout adapté puisque ça doit faire 30 ans qu'on sait qu'en fait ils ne se nourrissaient pas spécialement d'œufs. Je comprends. Mais je vous en dirai plus dans une vidéo expliquant le pourquoi de leur mauvaise image. Alors, les oviraptors, il y en a des tas, des petits, des grands, des très petits, des très grands, mais ils sont facilement reconnaissables. Une tête avec un bec très court, un peu comme les perroquets, avec parfois une crête osseuse, parfois pas, un long cou, un corps typique de théropodes, c'est-à-dire bipède et griffu, et une queue courte. C'est d'ailleurs à partir de là, je pense qu'on a commencé à se dire qu'il devait y avoir des plumes, parce que la queue courte, là où les vertèbres sont fusionnées, ça commence à ressembler fortement au pygostyle des oiseaux modernes, hein. Et même certains, tu te dis, bon, il devait y avoir quelque chose pour contrebalancer, parce que quand tu vois la taille du cou et derrière, bah, le pauvre devait tomber à chaque fois qu'il baisse la tête. Ça pourrait aussi totalement ne pas être le cas, mais ça a quand même l'air confirmé par la découverte de petits oviraptoridea du début du Crétacé. Donc comprenez en gros, encore une fois, les ancêtres d'oviraptors plus gros de la fin du Crétacé. Encore une fois découvert en Chine et qui là encore montre des traces de plumes. Enfin, surtout 2 fossiles, mais encore une fois, c'est plutôt flagrant et on voit comme une espèce de plumeau au bout de la queue, en plus de plumes plutôt longues sur les avant-bras et le reste du corps, c'est une sorte de duvet plus fin. Alors c'est très swag, hein, mais c'est bien trop court pour voler, du coup on pense plutôt que ça devait servir de camouflage, garder la chaleur ou de plumes d'apparat pour des parades amoureuses comme on le voit encore aujourd'hui. Donc là encore, si des proto-oviraptors avaient des plumes, leurs lointains descendants pouvaient aussi en avoir. Des millions d'années d'évolution changent énormément un animal et encore une fois, si le climat et l'environnement favorisent un organe plutôt qu'un autre, ben ça peut totalement jouer. Et c'est pour ça qu'à un moment je voyais mal les oviraptors plus récents, plus gros, parce que ça fait entre 1 et 2 mètres de hauteur, bah, avec des plumes très fournies, hein, parce que y a pas mal de trucs qui nous font dire qu'ils pouvaient vivre dans un climat chaud, très chaud, limite désertique. Et du coup, le désert, c'est très bien pour préserver les squelettes. Par contre, c'est très mauvais pour garder les organes style écailles ou plumes. Et du coup, des plumes dans un climat désertique, c'est pas forcément très avantageux, hein, vu que ça garde la chaleur. Et puis, j'ai trouvé le parfait contre-exemple, l'autruche. L'autruche, c'est jusqu'à 2,80 m de hauteur, c'est plumeux et ça vit dans la savane où il fait chaud. Et pour en avoir vu en vrai dans leur environnement en Afrique du Sud, oui, il fait sacrément chaud. Du coup, c'est un peu l'opposé de ce que je viens de dire, hein. C'est gros, ça vit là où il fait chaud et pourtant c'est plumeux. Enfin, en tout cas sur le corps, mais pas les pattes, le cou et la tête. Mais alors, comment ça se fait ? Eh ben en fait, c'est parce qu'elles ont des plumes déjà qui ne retiennent pas la chaleur et encore mieux qui protègent de la chaleur. Et du coup, comment on a su ça ? Simplement avec des autruches et une caméra infrarouge. Désolé pour la qualité pas ouf, hein, mais pas grave, au moins on voit ce qu'il y a à voir. Les parties blanches sont les parties les plus chaudes et les bleutées les plus froides. Et on voit bien que là où les plumes sont, la chaleur est coupée. Et du coup, on se dit, si on voit ça sur des animaux actuels, ça peut très bien être le cas aussi pour des animaux disparus, comme les oviraptors. Et en plus, comme les oviraptors et les autruches se ressemblent un peu, on va dire, c'est encore plus parlant. Sinon, on a aussi le cas du Gigantoraptor, hein, qui est un oviraptor qui a fait dans la démesure, hein, puisque je vous laisse voir la taille qu'on lui estime, voilà. Et je pensais qu'il était basé sur pas grand chose, hein, mais en fait non, puisqu'on a une bonne partie du bas du corps de la bestiole, une mandibule inférieure, et qu'il devait s'agir d'un jeune. Et du coup, c'est le même souci qu'avek le Therizinosaure ou le Deinocheirus. Est-ce que ces géants avaient aussi des plumes comme leurs cousins plus petits, ou ils avaient autre chose ? La question est posée. C'est le même principe pour les raptors qu'on va appeler dès maintenant les droméosauridés, qui sont un bon paquet. Du coup on va pas tous les voir, hein, on va juste se concentrer sur ceux dont on a des preuves évidentes. Encore une fois, c'est chez les plus petits représentants et souvent découverts en Chine, mais pas que. Bon, là, c'est le cas de Wulong, hein, mais bon, il est très joli, il a un nom stylé, et l'image est bien faite puisqu'on voit bien le fossile découvert et la représentation presque dans la même position. D'ailleurs, sa couleur et sa morphologie doivent vous rappeler un autre dinosaure plus connu, le Microraptor, encore une fois très bien conservé, tellement qu'on a une idée de la couleur de son plumage, et plumage il y avait puisqu'on en voit les preuves directes. Enfin, surtout, encore une fois, au niveau de ses bras, sa queue et les pattes arrière, ce qui est plutôt unique dans le règne animal. Enfin, pas chez les Microraptors en tout cas, puisqu'on a aussi Sinornothosaurus, dont le nom est très parlant et très simple, Sino chinois, Orni oiseau, Saurus lézard, donc le lézard oiseau chinois, ce qui résume bien tout ce clade où la différence entre dinosaures et oiseaux commence à être compliquée. Il est intéressant puisqu'on a retrouvé plusieurs fossiles en très bon état et quasi complets, dont certains avec des traces de plumes, que ça soit sur le corps et même sur le dessus de la tête jusqu'aux pattes, mais moins développés sur les arrières que celles de l'avant, ce qui suggère un mode de déplacement plus terrestre qu'arboricole comme ses cousins plus petits. Et c'est pareil comme eux, comme pas mal ont été retrouvés avec des traces directes de plumes, et on pense que c'est pareil pour tout le groupe, en sachant qu'en plus c'est aussi chez les raptors qu'on retrouve les tubercules sur les avant-bras, mais en sachant aussi qu'on ne retrouve pas ça sur
tous les droméosauridés, donc le mystère est encore là. Je passe aussi vite fait sur les troodons qui sont le groupe frère des droméosaures, mais en étant encore plus proche des oiseaux. Là pareil, aucune trace directe de plumes, mais vu leur lien de parenté et le fait qu'on en retrouve dans des climats plus tempérés comme l'Antarctique qui n'était pas aussi froid qu'aujourd'hui mais froid quand même, donc ça serait logique qu'ils aient un manteau de plumes pour s'en protéger, et vu que là-bas on ne retrouve aucune trace de crocodile et de tortue, ça semble confirmer qu'en effet il ne faisait pas très chaud. Faut d'ailleurs que je fasse une vidéo sur les dinosaures de l'Antarctique. On arrive enfin dans le dernier groupe à partir de l'Archéoptérix, où on est plus du côté oiseau que du côté dino, hein. Et comme le dirait si bien Julien dans le Tract Science, un Archéoptérix sans les plumes c'est un dinosaure, un Archéoptérix avec des plumes c'est un oiseau. Je pense que c'est assez parlant comme phrase. En sachant que l'Archéoptérix a été le premier découvert, hein, et qu'il a en quelque sorte confirmé les hypothèses de quelques chercheurs à l'époque, mais qu'on en a retrouvé d'autres dinosaures plus anciens par la suite qui retardent encore l'apparition des vraies plumes. On a par exemple lui, Anchiornis, qui voudrait dire quelque chose comme proche des oiseaux, là aussi c'est bien résumé, hein, et le mix parfait entre les droméosaures, les troodons et les oiseaux. Il a une tête triangulaire avec des petites dents, un long cou, des longs bras aux doigts griffus et une queue moyenne. Et encore une fois tellement bien préservée qu'on voit alors pas vraiment les plumes, mais en tout cas la forme qu'elles avaient. Alors ça paraît pas évident à première vue, mais quand on regarde bien, on se doute bien qu'il y avait quelque chose genre ici et ici. Et d'ailleurs ça tombe bien, puisqu'on a retrouvé d'autres Anchiornis par la suite, encore mieux conservés, et là bon bah y a plus aucun doute, hein, il y a bien des plumes. D'ailleurs si on zoome un peu, on voit une patte avant qui a pas mal de points communs avec une aile, hein, notamment ce morceau de peau qui relie le bras au corps. Mais bon, même avec toutes ces ressemblances, on est encore loin d'un véritable oiseau, et il était incapable de voler. Il vivait il y a 160 millions d'années, donc à la fin du Jurassique, donc on voit que les plumes, même celles qui ressemblent à celles que l'on connaît, ne datent pas d'hier, mais ne servaient pas encore au vol. Plus récent, quelques millions d'années plus tard, au début du Crétacé, on a aussi Confuciusornis, ou l'oiseau de Confucius. Et là on est carrément dans de l'oiseau primitif, hein, puisque c'est le premier qu'on voit avec un bec sans dents, quasiment plus de longue queue osseuse, avec même de longues plumes d'apparat. En fait, la seule grosse différence qu'on verrait à l'œil nu avec nos oiseaux modernes, c'est qu'il aurait des griffes aux ailes, alors que certains de nos oiseaux modernes ont aussi des griffes aux ailes quand ils naissent, mais c'est plutôt rare. Et je vais m'arrêter là parce que comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, on est pile poil à la frontière entre dino et oiseau, hein, et la question de la vidéo, ça concerne les oiseaux non aviens, donc on est censé exclure les oiseaux. Et bon, de toute façon, il y a bien un jour où je vais faire une vidéo sur cette fameuse transition dino-oiseau, parce qu'il y a beaucoup de bestioles à montrer, hein, en sachant que j'en ai oublié aussi un bon paquet. Ne serait-ce que la famille des Yiki et Ambopteryx qui avaient bien des plumes mais des ailes très particulières ressemblant plus à celles des chauves-souris qu'à celles des oiseaux. J'aurais pu aussi parler des plumes et même des bouts de dinosaures qu'on retrouve emprisonnés dans de l'ambre et qui nous donnent une véritable pause dans le temps puisqu'on voit bien tous les détails, que ce soit au niveau de la forme et de la complexité des plumes, ou même les écailles des pattes arrière de cet oisillon vieux de plus de 100 millions d'années. Et je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça toujours aussi impressionnant. Bref, pour revenir au sujet principal, quand on reprend notre arbre phylonétique des dinosaures et qu'on replace ceux dont on a des traces évidentes d'écailles ou même de plumes, alors après même si on inclut tout ce qui est protoplumes, filaments, etc., on se rend compte que au final ils étaient beaucoup plus à écailles que à plumes. Mais alors du coup, d'où vient cette question qui revient si souvent ? Pourquoi depuis presque 20 ans on a l'impression que tous les dinosaures devraient avoir des plumes? Bref, si cette question revient si souvent, je pense que c'est parce que déjà on est conditionné à penser de façon binaire, hein, que ce soit l'un, soit l'autre, soit plume, soit écaille, soit dinosaure, soit oiseau, alors qu'on a bien vu que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est juste que nous, pour essayer de comprendre les choses, on a besoin de les classer avec des caractéristiques bien précises. Du coup, d'où les petites cases là que j'adore défoncer. Et si cette image de dinosaure à plumes fait tant parler d'elle aussi, c'est parce qu'on a plus tendance à s'intéresser à ce qui nous paraît impressionnant ou qui sort un peu du lot. Et du coup, comme pendant très longtemps on voyait en tout cas les dinosaures que à écailles, cette idée de dinosaure à plumes, forcément, elle a tendance à sortir de la normalité. Parce que oui, en fait, la normalité chez les dinosaures, c'est les écailles. Les plumes sont en fait très minoritaires et ce qui du coup les fait sortir du lot. Et après, vous avez le pouvoir médiatique. Le même pouvoir médiatique qui fait croire au grand public que les dinosaures c'était soit des T-Rex, soit des sauropodes géants de 40 mètres de long, sauf que comme on l'a vu, la réalité c'est pas ça. D'ailleurs, je l'ai pas dit quand on parlait du cas des tyrannosaures, mais attendez-vous à ce que ça change assez vite, parce que autant des études et des articles sur les herbivores ou les dinosaures à bec de canard, il y en a pas des masses, autant des articles et des études sur le T-Rex,
il y en a 3 par semaine. Bon, j'exagère un peu, mais des fois on n'est pas loin. Hein. Tout ça pour dire que les articles parlant de dinosaures à plumes font plus de bruit, du coup on a l'impression de ne voir que ça. C'est aussi dû au fait de l'effet de nouveauté et du fait qu'ils sortent du lot. Et j'ajouterais même que c'est encore pire que ça, parce que si on se fie au taux d'animaux aujourd'hui, des herbivores et des carnivores, les herbivores sont beaucoup plus nombreux. Et oui, en fait, tout simplement, les plantes, c'est quand même plus accessible, que ça se défend moins en plus qu'un autre animal, enfin en tout cas différemment. Du coup, ce qui est valable aujourd'hui devait être valable avant, dont l'époque des dinosaures, donc les dinosaures. Du coup, il y a des chances qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'herbivores que de carnivores, ce qui semble confirmer, puisqu'on retrouve plus de fossiles d'herbivores que de carnivores. Et en plus, comme les carnivores, ils sont tous dans le même groupe, les théropodes, ce qui fait qu'en fait, ils étaient vraiment minoritaires, donc la majorité était écailleux. Par contre, là où ça a été une autre mini-révolution, c'est qu'à la base, on pensait que les plumes, protoplumes, filaments, téguments, c'était propre qu'au groupe des théropodes. Sauf qu'avec la découverte, comme on a vu par exemple de Chilindra dromeus chez les ornithopodes ou Psittacosaure chez les cératopsiens, on se rend compte qu'en fait non, il y avait des plumes, protoplumes, filaments, téguments aussi chez les autres groupes. Du coup, maintenant, les chercheurs pensent plutôt que l'ancêtre des dinosaures était plutôt protoplumes, voire en tout cas des écailles plus développées que ce qu'on pensait avant, et ça semble confirmé puisqu'on retrouve des filaments chez les ptérosaures, des plumes chez les dinosaures, et le matériel génétique pour ça chez les alligators, et qui descendent tous du même ancêtre hypothétique. Et il y a aussi cette vision très linéaire de l'évolution, vous voyez, d'un point A à un point B, de l'écaille vers la plume, comme s'il y en avait un qui était supérieur à l'autre, alors que en fait dans la réalité, non, c'est pas ça. La plume n'est pas supérieure à l'écaille, sous certaines conditions environnementales, elle a des avantages, mais tout comme l'écaille a aussi des avantages. Et au cours de l'évolution, un organe ne reste pas stable. C'est pour ça qu'on voit que certains dinosaures ancestralement avaient des protoplumes et leurs lointains descendants avaient des écailles. Il y a aussi cette vision qu'on a qui doit avoir plein de raisons, je suis sûr, qu'on a que reptile égale écaille égale primitif, oiseau égale plume égale évolué, sauf qu'en fait non, n'importe lequel des reptiles est tout autant évolué que n'importe quel autre animal actuel. Ça marche aussi avec le sang froid, le sang chaud, où on a l'impression que l'un est plus primitif et l'autre est plus évolué, c'est la même chose qu'avec les plumes et les écailles, sauf que c'est pas le cas, mais je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler des heures et c'est pas le but. Bon, avec tout ça, je pense que vous avez une bonne base pour vous aussi répondre à quelqu'un qui vous demandera si les dinosaures avaient des plumes ou des écailles. Bon courage! En tout cas, j'espère que vous avez appris des trucs, parce que moi, oui, j'ai appris un bon paquet de trucs en faisant mes recherches pour cette vidéo là, qui va être putain de longue, et en sachant en plus que je me suis limité, parce que au bout de 20 pages de script, je me suis dit que ça allait faire un petit peu beaucoup quand même. Et si ça vous a plu aussi et que vous avez appris des trucs, eh bien ça sera ma plus belle récompense. Mais bon, après un abonnement, un partage, ça me va aussi très bien, voire même un don Tipeee, même si vous insistez, vraiment. Un grand merci encore à FL Reptile qui m'a bien aidé, parce que se retaper à chaque fois les 20 pages de script à relire, ça n'a pas dû être simple, ni trouver les photos, etc. Une vraie galère. Un grand merci aussi à Christophe Hendrix qui a accepté pour la visio, qui m'a appris plein de trucs, c'est hyper bien passé, c'était vraiment très cool. Je mettrai peut-être la rediff de notre visio en non répertorié, mais je sais pas encore parce qu'il y a des trucs qui sont pas encore sortis, donc normalement je peux pas trop en parler, donc on verra, mais je vais voir avec lui si je peux faire ça ou pas. Un grand merci aussi à vous, puisque je ne sais pas exactement quand va sortir la vidéo, mais je sais qu'on approche fortement les 100 000 abonnés, ce qui est énorme, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, parce que j'ai bien été galère à faire quand même, même si j'aime beaucoup de plus en plus répondre à ce genre de questions, ou essayer de défoncer des idées reçues, là vous allez en avoir de plus en plus. Mais la prochaine, je pense que je vais prendre des vacances, ça va être un petit peu plus light, donc on verra. Allez, à la prochaine! Ça fait une semaine qu'il fait beau, il fait trop chaud, etc. et qu'il n'y a pas une goutte de pluie. Là, je me mets à tourner, il pleut des trombes. Mais il n'y a pas d'orage, donc c'est déjà ça.